À la une ce soir, les grévistes du PNM, une nouvelle fois interdits d'accès à la plénière de la CTM. Ils n'ont pu franchir les grilles du siège de la collectivité. Après un mois de mobilisation, aucun entretien avec le président du conseil exécutif ne leur a été accordé. La situation de l'usine du Galion au cœur des inquiétudes de la Sopamar. La sucrerie devrait être raccordée à la centrale Albioma 2, faute de matériel pour fonctionner. Les écologistes redoutent une pollution à venir. Une pollution évitée dans nos assiettes avec des zones de pêche définies par arrêté préfectoral. Notre caviar local est sous haute surveillance. Les oursins ne sont pêchés que dans les zones certifiées sans chlordécone. Et puis, notre invité politique de ce mardi soir est Louis-Philippe Birba, candidat en course pour la mairie de Sainte-Marie. Il succède à Saint-Yves-Rangon en tête de liste après que ce dernier ait été déclaré inéligible par la préfecture. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Je vous rappelle que vous pouvez également suivre cette édition en direct sur Facebook. Décidément, les grévistes du PNM ne sont pas du tout les bienvenus à la CTM. Ils ont une nouvelle fois été bloqués au niveau des barrières du siège alors qu'ils tentaient de s'inviter à la plénière. C'est la deuxième fois qu'on leur réserve ce type d'accueil pour une plénière pourtant publique. Après près d'un mois de mobilisation, les grévistes n'ont toujours pas pu s'entretenir avec le président du conseil exécutif. Reportage d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. Rochia, voulez-vous donner l'arrêté qui nous interdit d'entrer là? Après plus d'un mois de grève, les esprits des salariés du parc naturel régional s'échauffent encore un peu plus. Impossible de savoir pourquoi on leur refuse l'accès, mais déterminés à faire valoir leurs droits et obtenir des réponses, les manifestants tentent d'entrer à tout prix. En démocratie, on ne peut pas interdire l'accès d'une assemblée comme ça au public. Une situation rocambolesque et du pain béni pour l'opposition à la majorité. Fred Lordino, qui assiste lui-même à la séance, ne peut que constater l'entrave de l'autre côté de la grille. Nous sommes dans un cadre de violation de l'état de droit. La Martinique n'est pas une république bananière. C'est le président Lise, président de l'Assemblée, qui a la police de l'Assemblée. Je ne comprends pas aujourd'hui que les accès soient interdits aux citoyens, y compris à la presse. Apparemment, vous-même, vous êtes derrière les grilles de la CTM. Cet événement est grave et j'espère que les Martiniquais en prendront acte, que les élus aussi du pays verront la dérive dans laquelle on est en train aujourd'hui d'avancer. Un accrochage qui ne supplante pas pour autant les doléances des salariés du PNRM, toujours vent debout contre leurs conditions de travail et le management despotique selon eux de Louis Boutrin, le président de la structure. Pour que des salariés fassent déjà 34 jours de grève, ça veut dire que vraiment les enjeux sont importants pour eux, pour leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Il y en a qui sont constamment avec des médecins pour le stress au travail. Il faut vraiment qu'on sorte de ça et que le parc redevienne une institution qui fonctionne pour le bien et pour la satisfaction de l'ensemble de la Martinique. Les manifestants ont fait chou blanc ce matin. De son côté, en fin de semaine dernière, Louis Boutrin a accepté la tenue d'une session extraordinaire du comité syndical du parc naturel. Elle est prévue ce vendredi. Place à notre invité politique du mardi soir. Sa candidature pour être maire de Sainte-Marie s'est faite un peu par défaut. À l'origine, c'est Saint-Yves-Rangon qui était tête de liste, mais ne résidant pas à Sainte-Marie le 1er janvier 2017. Il a dû renoncer et c'est notre invité de ce soir qui est en course à la mairie de Sainte-Marie. Louis-Philippe Birba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous reviendrons dans un instant sur cette interview. En attendant, on va directement prendre des nouvelles des membres de la Sopamar qui sont également réunis ce matin devant la CTM, comme nous l'avons vu avec les membres du PNM. Objectif dénoncer le couplage de la sucrerie du Galion avec la centrale Albioma 2 qui engendrerait, selon eux, une pollution certaine. La situation inquiète également les membres de la filière canne qui, eux, se sont réunis cet après-midi au centre technique de la canne et du sucre au Lamentin. Explication tout de suite d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. Moins de 24 heures avant le verdict de la CTM, les acteurs de la filière canne sont dans l'expectative. Y aura-t-il une prochaine campagne sucrière? Et si oui, dans quelles conditions? S'il n'y a pas de couplage, on aura 1200 hectares de canne qui resteront sur pied.
On aura à ce moment-là un déséquilibre complet au niveau de la filière, des agriculteurs qui ne pourront pas effectivement bénéficier du produit de leur récolte, l'absence de sucre produit, ce serait une véritable catastrophe pour la filière canne sucre rhum en Martinique. Car aujourd'hui, la chaudière de l'usine du Galion est inopérante. Entre 40 et 45 000 tonnes de canne devraient être broyées durant la prochaine campagne sucrière, prévue dans 3 mois. De leur côté, les planteurs dénoncent des incohérences dans la gestion du projet de couplage de l'usine du Galion avec celle d'Albioma. Quand on entend les uns et les autres se positionner ou parler, on a l'impression que c'est arrivé, que tout le monde est au pied du mur. Non, la chaudière du Galion a été gérée, et l'usine du Galion a été gérée en bon père de famille. Pourquoi investir dans une chaudière, sachant que ça coûte entre 12 et 16 millions d'euros en fonction des configurations? Pourquoi investir dans une chaudière quand vous avez une solution technique qui avait déjà été abordée et adoptée depuis plus de 10 ans? Si l'usine devait rester fermée l'année prochaine, les répercussions seraient importantes. Sur les 208 planteurs du territoire, 68 dépendent directement du Galion. La conséquence directe, c'est qu'il y aura un vrai désordre au niveau de la livraison des cannes, parce qu'aucune usine productrice, distillerie en tout cas, n'est aujourd'hui en capacité d'absorber les 45 ou 50 000 tonnes qui vont être produites pour l'usine du Galion. On ne fait pas de politique, on veut simplement que cette usine puisse tourner dans de bonnes conditions et que les orientations qui ont été prises soient aujourd'hui respectées et assumées. Les élus de la CTM devraient statuer sur le raccordement ou non des 2 entités demain, lors du 2e et dernier jour de la séance plénière. Déjà, les associations écologistes, notamment la Sopamar et Nous Pepla, sont mobilisées contre ce projet. Voilà, nous revenons tout de suite à notre invité politique de ce mardi soir, Louis-Philippe Birba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Alors, ça fait moins d'1 semaine que vous êtes tête de liste pour la mairie de Sainte-Marie. Comment vivez-vous ce changement soudain, déjà? Très bien. Très bien, parce que nous faisions partie d'une équipe, c'est-à-dire que de 33 colistiers, et chacun de nous, nous pouvions prétendre à mener cette liste. Mais c'est un poste qui vous faisait envie à la base, être maire? Alors, ça fait quand même quelque temps, pas être maire, mais participer à la vie de la commune, ça oui. C'est-à-dire améliorer la vie, le vivre ensemble dans cette commune, oui. Alors, qui sont les membres de cette liste que vous conduisez? Alors, c'est un ensemble de Samaritains, hommes et femmes, qui ont dit stop. Pas spécialement des politiques, pas spécialement non, des, pas des spécialement des politiques. politiques. Non, pas spécialement des politiques. Ce sont des Samaritains de la société civile, mais bien ancrés dans la ville et dans le vivre ensemble de cette Marie. Alors, des Samaritains de la société civile, il y a eu un petit cafouillage, on peut dire ça comme ça, lors de la présentation de votre liste. Oui. Comment ça s'est passé? Vous ne saviez pas vous ne connaissiez pas les conditions pour accéder au poste de maire? Pas du tout. Monsieur Rangon, Saint-Yves Rangon, a fait son déménagement de Sainte-Marie au Marigot le 23 janvier. Donc, étant donné qu'au 1er janvier, il était encore contribuable à Sainte-Marie, normalement, il devrait être éligible et pouvoir conduire cette liste. Malheureusement, nous avons constaté qu'il n'en était rien parce que, il y a eu, là je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas, il a fallu trouver une autre solution. Alors, la semaine dernière, à cette même place, Claude Coppel annonçait qu'il ne se présentait plus en tant que maire dans la commune de Sainte-Marie. Oui. Quel est le climat de la campagne? Alors, le climat de la campagne, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous voulons pacifier, nous voulons réconcilier cette Marie. C'est ce qui nous importe. Nous avons vu que cette Marie, les élus se déchiraient, les Samaritains que nous rencontrons déplorent cet état de fait, et ça fait 15 jours que nous sommes sur le terrain, et les Samaritaines et les Samaritains nous disent « bon, ça ne nous intéresse plus, nous sommes dégoûtés, nous n'allons plus voter ». Alors c'est justement ce que j'allais vous demander, les Samaritains, ils accueillent comment cette candidature de civils comme ça? Alors, candidature de civil, mais je répondrai
complètement à la question. Mais candidature de civil, mais il y a des hommes et des femmes, il y a des qui ont l'habitude de gérer, qui ont l'habitude, des chefs d'entreprise. Il y a aussi des un ou deux camarades qui ont approché la chose politique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, personnellement, j'ai eu, avec une équipe précédente, il y a 10 ans de cela, plus de 10 ans de ça, je faisais partie d'une commission, la commission des impôts, où je représentais le préfet. Et la commission des impôts. Donc vous estimez que ça fait des bagages suffisants pour pouvoir diriger une municipalité aussi costaud que celle de Sainte-Marie? Alors, je vais vous dire, il faut avoir un projet concret pour Sainte-Marie. Une fois qu'on a une vision pour Sainte-Marie, mais à long terme, après la réalisation de ces projets, il ne faut pas ignorer que nous avons des agents qui sont là pour travailler justement de manière à pouvoir réaliser les idées que nous allons mettre ils vont mettre en œuvre les idées que nous allons pouvoir évoquer. Alors justement, j'allais vous demander quels sont vos projets pour la mairie de Sainte-Marie. Alors, dans un premier temps, comme vous le savez bien, dans 2 ans et demi, il y aura des élections. Donc nous arrivons là, aujourd'hui, nous n'allons pas promettre monts et merveilles. Là, c'est plus une élection pour terminer un mandat plutôt qu'une élection à long terme, c'est ça? Je poursuis. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont en cours. Vous avez le stade, vous avez le fonds de mer, vous avez les logements sociaux, vous avez l'aménagement de certains quartiers. Bon, tout cela on continuera bien sûr, mais en améliorant et en allant plus loin. C'est-à-dire que nous avons aussi des projets à moyen terme. À moyen terme, ce sera d'ici 2020 qu'on pourra, à moyen terme. Quels sont les projets à moyen terme? À moyen terme, ce sera par exemple créer une osmose de la ville de Sainte-Marie. C'est-à-dire, il y a une route qui était déjà prévue il y a de cela quelque temps pour relier le Morne-des-Esses au bourg, par exemple. Mettre le marché pour créer de la vie dans le bourg de Sainte-Marie et créer justement cette intergénération vive. D'accord, les anciens, et d'ailleurs, nous avons à ce titre l'intention de mettre tout de suite en place un conseil de sages. Un conseil de sages pour les écouter et pour faire en sorte que certaines dérives ne se reproduisent plus. Nous avons aussi, nous mettrons en place des comités de quartier pour redonner vie aux quartiers, à tous les quartiers. Le transport, ce sera plus long parce que ça dépend de Cap Nord et de la CTM. Nous avons aussi la culture qui se meurt alors que Sainte-Marie, c'est une ville vraiment de culture. Il faut accompagner tout ça. Les jeunes aussi, il nous faut le chômage des jeunes, il nous faut nous en occuper aussi. Vous vous positionnez déjà peut-être pour une alliance s'il y a un deuxième tour ou pas? Pour l'instant, ce qui nous intéresse, non. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est rencontrer la population, continuer à rencontrer la population et leur porter ce message de réconciliation, de paix, d'unité, de manière à ce que... C'est ce qu'ils demandent. Ils demandent, et une fois que cette population sera réconciliée, on pourra travailler en toute sérénité. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons de cette journée de sensibilisation sur la maladie du diabète. 24 000 personnes sont concernées en Martinique et les chiffres sont en constante augmentation. Comme chez nous, la communauté scolaire de Guyane se mobilise contre la banalisation de la violence via les réseaux sociaux. Un collège de Cayenne a organisé aujourd'hui des ateliers débats pour sensibiliser les élèves. Et puis, la Maison des artistes A9 a rouvert ses portes aujourd'hui après près d'un mois de fermeture administrative. Les gérants assurent avoir réfléchi à un nouveau modèle économique.
Coup d'envoi ce matin de la 3e édition de la quinzaine de l'emploi et de la jeunesse. Un premier rendez-vous s'est tenu toute la matinée au stade Pierre-Aliquer. Pour l'occasion, plus d'une dizaine d'employeurs ont rencontré les demandeurs d'emploi. Sandrine Claude a recueilli quelques réactions. Regardez. J'ai entendu ça, alors du coup j'ai dit bon, je vais faire un tour, je suis à la recherche d'un emploi. Comme là, les douaniers, la gendarmerie qui était là, travailler pour l'État, ça m'intéresse. Ça nous permet, dans un premier temps, de faire une présélection, d'accord, une présélection des candidats, de voir un petit peu différents profils, qui soient de profils dans la restauration ou pas, donner une chance justement à des candidats qui n'ont pas accès directement à certains employeurs ou qui n'osent pas faire des candidatures spontanées. L'idée majeure, c'est d'aller au plus près des localités. Nous allons plus près des localités pour aller rencontrer la jeunesse et aussi les moins jeunes, parce que ce n'est pas fermé, c'est une mission de service public. Et nous avons déjà fait pas moins de 12 communes et là on va s'attaquer dans cette caravane de 2017 à 5 autres communes. Donc ça veut dire aller au plus près des localités, rencontrer les jeunes et venir avec un bataillon d'opérateurs, de partenaires pour dire aux jeunes que c'est possible, qu'ils peuvent se former, qu'ils peuvent se qualifier et qu'ils peuvent aussi trouver du travail. Direction la Guyane, où comme chez nous, la communauté scolaire prend très au sérieux les cas de violence dans les écoles. La principale d'un collège de Cayenne a organisé aujourd'hui des ateliers débats sur le phénomène de la violence banalisée via les réseaux sociaux. C'est un reportage de Pierre Tréfou. Avocats, gardiens de la paix et bien d'autres professions se succèdent cette semaine pour aborder la violence sous forme thématique et sensibiliser les élèves d'Auxence Contou, un collège qui compte 2 bagarres par jour en moyenne. Nous, ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que la violence, quelle que soit la forme qu'elle peut revêtir, n'est pas une solution. On essaye également de mettre l'accent sur la solidarité. Si chacun fait sa part, la violence recule, et si la violence recule, on pourra l'éradiquer. Dans ce collège, situé à proximité des quartiers difficiles de Cayenne, ici les violences entre élèves sont monnaie courante et même banalisées. En fait, ils aiment la violence. En fait, c'est par rapport au respect. Comme tu ne respectes pas la personne, après, ça commence à dégénérer. En fait, pour moi, celui qui veut son respect s'en procure. Mais il n'y a pas ça ici. Les professeurs et parents aussi sont mis au rang des apprenants dans des ateliers les sensibilisant sur leurs responsabilités dans les faits de violence de leurs enfants et élèves. Toute la communauté est impliquée. Nous avons des professeurs qui animent des ateliers, comme l'atelier de la violence constructive, c'est-à-dire utiliser cette énergie qu'on a pour faire de belles choses. Ça, c'est avec un professeur. Nous avons eu cet atelier sur l'esprit critique. Nous avons des ateliers de création, de slam, de jeux. Enfin, chaque professeur est allé de son imagination et de sa volonté pour casser cette image et dire aux élèves non, on peut faire autrement avec toute cette énergie débordante que vous avez. Jeudi, policiers et élèves courront côte à côte dans un cross. Et en fin de semaine, les différentes propositions des élèves pour lutter contre la violence seront collectées et étudiées par le réseau. De retour en Martinique, faisons tout de suite le point sur la qualité des oursins qui sont en vente chez nous depuis hier. Au lendemain de l'ouverture de la pêche, nous nous penchons ce soir sur la présence de chlordécone dans notre caviar local. Globalement, les professionnels de la mer respectent les zones interdites de pêche par arrêté préfectoral pour cause de pollution. La direction de la mer effectue des contrôles permanents pour nous assurer des produits de qualité. Explication de Jean-Marc Dabrou. Les oursins vendus par les pêcheurs professionnels sont-ils contaminés par le chlordécone? Non, selon ce marin, car les zones d'interdiction seraient scrupuleusement respectées. Là, on va les prendre, c'est clair au nord de la limite. Donc, il n'y a vraiment pas de risque que ce soit le cas. Lors d'opérations de contrôle, des braconniers sont régulièrement pris en flagrant délit en zone interdite. La sanction est alors immédiate. Il arrive qu'on tombe sur des plaisanciers qui pêchent à la canne. Donc on fait saisie de matériel et puis voilà. La baie de Fort-de-France, une partie du littoral atlantique, font l'objet d'un arrêté d'interdiction de pêche, des zones particulièrement surveillées ces derniers jours. Là, pour la campagne d'oursins, on fait attention, évidemment, on priorise les zones interdites en raison de la chlordécone, mais pas simplement. On vérifie aussi qu'il n'y a pas trop de mouvement dans le canal de Sainte-Lucie, parce que ça peut être une tentation pour un certain nombre de gens d'aller chercher des oursins en dehors de la Martinique. Objectif, empêcher la présence d'oursins contaminés au chlordécone
chlordécone sur les étals des marchés. Leur consommation peut avoir de graves conséquences sur la santé. Les conséquences sont multiples. Vous avez le risque de cancer, qui est le plus connu, le cancer de la prostate. Mais vous avez un risque non négligeable neurologique, des troubles du développement, surtout quand le chlordécone est contaminé par la femme enceinte et l'enfant en bas âge. Vous avez un risque métabolique aussi qui favorise le diabète insulino-résistant et l'obésité. Et vous avez un risque immunologique également du développement de maladies auto-immunes. Mais c'est surtout ce qui nous préoccupe, c'est quand ces oursins sont consommés par les populations sensibles. Nous recommandons à la population, sauf si elle a absolument la certitude que ces oursins sont pêchés dans des zones non contaminées, d'éviter de les faire consommer par les populations, les femmes enceintes, les enfants en bas âge. Depuis 2008, 2090 prélèvements en milieu marin ont permis la réalisation d'études scientifiques pour mieux établir les zones d'interdiction de pêche. Il y a encore un certain nombre de choses que l'on ne s'explique pas très bien, en particulier le cheminement de la contamination au sein de la chaîne alimentaire. Donc on a vraiment besoin d'étudier ça, et on a encore aussi quelques carences pour mesurer les taux de chlordécone dans l'eau de mer. Donc on va cette année, à partir de 2018, mettre en œuvre des nouvelles méthodes d'échantillonnage de l'eau de mer pour mieux mesurer ce que l'on a réellement dans les zones où la chlordécone se trouve. Les résultats de ces recherches affineront les connaissances sur la présence du chlordécone dans les eaux martiniquaises. Aujourd'hui, 14 novembre, journée mondiale du diabète, une maladie qui est en nette progression sur notre île. Alors, pour sensibiliser le plus grand nombre, l'association Les Diabétiques de Martinique a organisé aujourd'hui des opérations de prévention au Lamentin et à Fort-de-France. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Malgré une file d'attente qui pourrait en dissuader certains, Marie s'est armée de patience pour se faire dépister. Une démarche pleine de sens pour cette foyalaise. C'est une maladie très commune et ma mère, elle a cette maladie, donc j'ai préféré venir ce matin faire mon test. Le diabète de type 2 étant héréditaire, Marie se prend au quotidien des précautions pour limiter les risques. Je surveille la tension, je mange très peu de sucre et puis, point de vue aliments, je sais comment gérer. Si la pathologie est parfois silencieuse, une fois diagnostiquée, elle est très souvent mal vécue par les malades. C'est le cas de Mariette. Voilà près de 20 ans qu'elle doit composer avec le diabète de type 1. L'insuline matin, puis matin soir, et puis se piquer dans les doigts, madame, je vous dis que c'est pas intéressant. Après, vous avez une insensibilité aux doigts. Mais depuis un mois, une alternative au traitement classique révolutionne son quotidien, l'insulinothérapie fonctionnelle. Une méthode qui permet d'adapter les doses d'insuline à son mode de vie. Avec ce petit appareil et un capteur branché sur l'épaule, on peut faire le dextro à n'importe quel moment, la nuit, la journée. C'est formidable. Maintenant, je vis, je peux aller partout. Si j'ai un petit flou dans une soirée avec mon petit appareil, je fais mon dextro et ça passe. La prévalence du diabète est particulièrement élevée chez nous, mais de manière plus générale dans la Caraïbe. Pour ce médecin venu de Cuba pour l'occasion, les facteurs sont similaires dans les deux îles. C'est un problème multifactoriel. Les causes du diabète sont multifactorielles. Il y a le problème génétique, oui, mais il y a surtout un problème au niveau de l'hygiène alimentaire et manque d'exercice, de sport. Et donc c'est pour ça qu'on insiste au niveau du sport, de l'hygiène alimentaire. Et c'est pour cette raison que nous disons que le diabète du type 2 peut être guéri. Cette action de prévention aura réussi à convaincre un grand nombre de franchir le pas du dépistage. Pour l'association des diabétiques de Martinique, le regard vis-à-vis de la maladie évolue dans le bon sens. Il fut un temps qu'il fallait quand même tirer un petit peu par les cheveux les personnes pour venir sur les manifestations. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec de nombreuses manifestations, avec la complicité des élus, des communes, je pense que l'information passe mieux peut-être. Et puis aussi, le patient aussi se sent pas seul parce qu'il se dit pourquoi pas venir. Il y a des personnes diabétiques aussi qui sont dynamiques, qui ont envie de savoir des choses. En début d'année en Martinique, 24 000 diabétiques ont été recensés. Un chiffre certainement en deçà de la réalité si l'on tient compte des malades qui s'ignorent. Allez, place tout de suite à notre JT des communes.
L'appel de la ville du Diamant a été jugé recevable dans l'affaire qui l'oppose à la société Cofic. La cour d'appel réanalysera le dossier le 12 décembre prochain. La situation est suivie de près par le comité des citoyens du Sud, dont les membres craignent les conséquences directes sur les impôts locaux. Pour rappel, la municipalité avait été condamnée en 2013 à verser 1,2 million d'euros à la société Cofic pour avoir construit une station d'épuration sur un terrain leur appartenant. Direction Fort-de-France, où la maison d'artistes 1-9 a rouvert ses portes aujourd'hui. L'établissement qui avait fermé ses portes à la fin du mois de septembre dernier, faute de financement, est à nouveau prêt à accueillir le public. Les responsables garantissent cette fois-ci avoir mieux repensé le modèle économique. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. C'est la reprise pour l'œuf au 19 de la rue Garnier-Pagès, lieu devenu rendez-vous incontournable des artistes, un endroit où l'on peut se poser en toute tranquillité. Et puis l'idée intéressante aussi, c'est que ici chacun peut apporter sa contribution. Voilà, lieu de diffusion d'artistes. Pour relancer la maison d'artistes, Anne, Jimmy, Frédéric et Caroline ont concocté une programmation de choix pour ce mois de novembre. Vernissage, rencontres d'artistes, projection de documentaires. Disons que tout a été pensé, histoire de remettre la structure sur de bons rails. Pendant ce mois et demi, on a réfléchi à comment, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, pourquoi, etc. Et là, on n'arrive pas avec une baguette magique pour dire « Ah, c'est bon, on a tout solutionné ». Par contre, on arrive avec une manière différente de fonctionner. 1-9, le projet initié il y a tout juste un an grâce à la participation de mécènes et donateurs, mais le modèle économique a vite montré ses failles. Alors il a fallu fermer l'établissement. On a repensé la chose autrement et on s'est dit, ok, le lieu de vie et la maison aident l'île. Donc on a développé des services en fait pour les personnes qui viennent dans la maison. Des services qui génèrent de l'argent en fait, autre que ce qu'on avait déjà. Il y a toujours la participation qui est nécessaire parce que ça reste un projet collaboratif et participatif, mais il y a aussi tout un volet permettant, avec une boutique qui est en train de se mettre en place, un espace muséal qui va permettre de générer un peu de roulement pour pouvoir augmenter la trésorerie. Une réouverture anticipée car prévue pour février, mais il reste encore quelques aménagements à opérer. La décision a été retenue ainsi afin de permettre au public de vivre intensément l'aventure. D'ailleurs, les premiers visiteurs se montrent très enthousiastes. Je suis très contente de trouver cette maison. On respire, c'est accueillant. Voilà. Je trouve ça vraiment une excellente initiative. Vraiment, on a besoin de ces espaces de liberté, d'expression dans un monde un peu difficile. Et bien voilà, considérons que l'œuf c'est reparti. Et puis notez-le d'ores et déjà, la première exposition avec son vernissage. Rendez-vous jeudi soir à l'œuf. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve dans un instant Réchine Germany en Tchèque. A tout de suite.